Donc, je disais, juste par rapport à l'image, que le réservoir que vous voyez sur l'image, c'est vraiment un réservoir réalisé ici à Conakry par Cimar. C'est un réservoir qui fait une trentaine de mètres de hauteur et 30 ou 31 mètres de diamètre. Et les voiles sont réalisées en seulement 17 jours grâce à cette technique. Parce que le fait d'éliminer l'étape de décoffrage, ça fait gagner beaucoup de temps. On ne décoffre pas, on coffre une seule fois et après, on ne fait que faire monter le coffrage jusqu'à la partie supérieure. Et généralement, le travail se fait jour et nuit. Vraiment, c'est de petites levées, de petits coffrages jusqu'à la dernière partie. Et on peut également utiliser le coffrage grimpant qui ressemble au coffrage glissant, mais dans le coffrage grimpant, il n'y a pas de vérin hydraulique, c'est juste la montée se fait à l'aide de la grue à tour généralement. Nous sommes toujours en train de chercher des pistes d'optimisation. La nature du terrain est déterminante dans le coût global de la construction. Pour les grandes structures, généralement, pour faire un projet, parfois ils ont le choix de faire le projet entre tel ou tel site, etc. Et le choix doit vraiment, au cas où nous sommes en train de chercher des pistes d'optimisation, le choix doit vraiment se faire également en fonction de la qualité du terrain. Quand le terrain est mauvais, le coût peut vraiment grimper de manière exponentielle. Parce que ça peut nécessiter, comme les images qui sont devant nous, ça peut nécessiter l'utilisation de fondations profondes qui sont très très coûteuses et qui nécessitent un savoir-faire, une technique, des machines spéciales, etc. Donc vraiment, le choix du terrain, il est très 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 important. Nous avons même, il y a des années, bon, j'étais toujours à l'entreprise, il y a même un projet qui a été abandonné sur la ville de Tanger parce qu'on avait commencé, mais le terrain était tellement mauvais, instable, que finalement le projet à l'époque, il a été abandonné. Je ne sais pas après qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça nécessitait tellement de coûts, etc., que finalement, c'était un projet de villa, de plusieurs villas, que le projet carrément a été abandonné parce que les frais et les coûts allaient monter de manière exponentielle. Contrairement aux idées reçues, un bâtiment à étage est moins coûteux qu'une maison de plein pied. Parce que non seulement parce que il y aura moins de terrassement, moins de travaux de terrassement et moins d'emprise sur le terrain parce qu'on aura besoin de moins de terrain, mais parce qu'il y aura moins de fondations également, moins de béton dans les fondations. Donc quand on monte en hauteur, la construction en hauteur, elle est moins coûteuse qu'un bâtiment de plein pied. Mais souvent, on a l'impression que c'est l'inverse. Avant l'intervention des sous-traitants des lots techniques, bien montrer les zones à ne jamais saigner, parce que les sous-traitants, les intervenants les entreprises de l'eau technique, les électriciens, les plombiers, en fait, il y a certains peut-être qui ne font pas la différence entre le béton, la maçonnerie, etc. Ils ne savent pas quelles sont les zones qu'ils peuvent percer ou pas, qu'ils peuvent saigner ou pas. Donc, avant l'intervention de tous les sous-traitants, là, nous sommes dans les recommandations techniques. On a terminé la partie optimisation. Donc, il faut que le chef de projet qu'il fasse le point avec toutes les entreprises qui vont intervenir, surtout les entreprises de l'eau technique, parce qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils sont bien en électricité, en revêtement, en plomberie, etc. Mais ils ne connaissent pas forcément cette question de béton. Donc, avant l'intervention, une mise au point doit obligatoirement être faite avec eux pour leur montrer les zones à ne jamais toucher. Toutes les images qu'on voit ici, c'est vraiment des catastrophes. Parce qu'une structure en béton, on ne la touche pas. Les lots techniques, soit qu'on les incorpore pendant le coulage, et là encore, c'est en fonction de la taille, mais sinon après, on ne touche jamais à l'élément structure. Donc toutes les images qui sont là, ils montrent un travail bien sûr, qui ne peut pas être accepté. Mettre la pression pour valider dès le début les différents plans des lots techniques, parce que nous avons remarqué, selon mon propre retour d'expérience, c'est que les entreprises se battent pour faire valider les plans de béton armé, mais elles oublient de faire valider les plans des lots techniques. Et pourtant, dès qu'on démarre, on coule les fondations,
dès qu'on commence l'élévation du rez-de-chaussée, si nous avons des voiles au rez-de-chaussée, on serait amené à connaître, tout à l'heure on a dit qu'on ne peut pas signer. Donc pendant le coulage du voile, on doit savoir est-ce qu'il n'y a pas d'incorporation à passer directement dans le voile avant le coulage. Donc selon mon propre retour d'expérience, les entreprises, ils mettent la pression pour avoir la validation des plans des bétons armés, mais ils oublient les plans d'élo technique et pourtant, juste après le démarrage des travaux, on a besoin du plan d'électricité surtout. Les plans d'électricité, éventuellement d'autres lots, mais surtout le plan d'électricité. Et souvent, il y a un problème qui se passe à ce niveau-là. Mettre la pression pour valider et livrer dès le début la fourniture des lots, définition surtout si elle est importée, parce qu'on se fait tout le temps surprendre par le délai concernant la fourniture des lots définition. Surtout quand c'est importé, donc l'importation prend du temps et voilà. Et donc dès le début, dès le démarrage, en tant que maître d'ouvrage, vous devez mettre la pression sur l'entreprise, pas que pour avancer, etc., mais également pour avoir tout de suite, en tout cas au moins pour passer les commandes de ces lots de définition. Toujours choisir la meilleure qualité pour les incorporations, parce qu'en cas de dégâts, c'est la catastrophe, ça coûte vraiment cher et c'est pas du tout agréable. Quand on a des fuites dans des canalisations qui passent dans la dalle ou bien sous le revêtement ou dans la gaine technique ou dans les murs, bah, les réparations nécessitent de creuser, démolir, enlever le carreau, enlever peut-être le faux plafond, etc. Donc sur les incorporations, que ce soit pour la plomberie, pour l'électricité ou pour les autres lots techniques, vraiment il faut toujours choisir les meilleures qualités et les meilleures entreprises. Toujours. Parce qu'on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faire un travail qui n'est pas bon. Le tirage des câbles est à exécuter toujours avant la pose du revêtement, parce que en tirant les câbles, parfois les câbles peuvent coincer quelque part. Donc si on passe le revêtement avant, on serait amené à creuser, à enlever le carreau, etc. Donc on passe d'abord les câbles et ensuite on passe le revêtement. Mais là, il y a un problème qui se pose, c'est le vol. Quand on passe aussi les câbles un peu trop tôt, les ouvriers risquent parfois de voler les câbles parce qu'on peut les enlever. Donc c'est un dilemme à gérer en tout cas. On doit les passer avant le revêtement, mais en même temps, si on les passe trop tôt, il y a un risque de vol. Les gaines doivent être protégées pendant les travaux. Vous savez, quand le plombier il passe ses canalisations, son PVC, les autres sous-traitants, en fait, ils n'ont pas tous un esprit, ils n'ont pas tous forcément un esprit responsable. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son travail. Moi, je suis par exemple carreleur, donc moi je m'en fous du PVC. Donc c'est le plombier lui-même qui doit obligatoirement protéger ses conduites. Les conduites qui ne sont pas protégées, il y a des passages, il y a des brouettes qui vont passer, il y a des madriers, il y a du vandalisme aussi dans les chantiers. Donc toutes les gaines doivent obligatoirement être protégées. On les protège avec du ciment. Attention au vol de la quincaillerie, cuivre, robinetterie, appareil électrique, luminaire, câble tiré, etc. Donc les câbles tirés dont on a parlé. Tous ces éléments, ils sont faciles à voler. Il y a un risque de vol parce qu'ils sont faciles à voler. La quincaillerie, les appareils électriques par exemple, la robinetterie, etc. C'est facile à démonter et en même temps, c'est facile à cacher. On peut facilement les cacher dans un sac. Donc moi, je voulais parler de ce point. Peut-être c'est un tabou, mais moi, je voulais en parler parce que c'est vraiment une question qui est sérieuse. Ici, nous avons même eu un problème avec l'entreprise. Moi, j'avais proposé de ne pas poser la robinetterie à la phase à laquelle l'entreprise voulait poser. Je lui ai conseillé de ne pas les poser, ni les appareils électriques, ni la quincaillerie. Et justement, j'avais tiré le signal d'alarme par rapport au risque de vol. L'entreprise ne m'a pas écouté. Et finalement, ils ont eu beaucoup de vols, et ils étaient obligés d'acheter encore toute cette fourniture. Les boîtes d'encastrement peuvent être protégées avec du plâtre quand on aurait tiré déjà les câbles,
On peut protéger les boîtes d'encastrement avec du plâtre. Bien sûr, le plâtre, ça n'empêche pas le vol, mais ça dissuade. Et en même temps, c'est quelque chose qui est facile à enlever après. Donc, quand on tire les câbles, quand on a fait le tirage, on peut protéger ces boîtes d'encastrement avec du plâtre. Juste pour dissuader les voleurs, mais ça n'empêche pas le vol. Pour une zone donnée, une même équipe de maçonnerie doit s'occuper de l'application de l'enduit. C'est-à-dire l'équipe qui a construit la maçonnerie, qui a posé les briques, c'est cette même équipe qui doit appliquer l'enduit. Pourquoi? Parce que si vous mettez deux équipes, quand il y a un problème, celui qui a posé les briques il va dire c'est l'enduit, celui qui a appliqué l'enduit il va dire c'est la pose des blocs. Donc quand vous soumettez la même zone à la même équipe, quand il y a un problème, c'est cette équipe. Donc elle va tout faire pour réussir cette zone. Donc là, les personnes qui ont fait la maçonnerie, c'est elles-mêmes qui doivent faire l'enduit de cette partie. Chaque sous-traitant doit réceptionner le support de celui qui le précède avant son intervention. Par exemple, le peintre doit obligatoirement réceptionner le support de l'enduit. Comme ça, s'il y a un problème, ce n'est pas le maçon et le peintre, c'est juste le peintre. Parce que si il ne réceptionne pas, quand il y a encore une fois un problème, il va dire non, c'est le support qui n'est pas bon. Donc, chaque intervenant, avant d'intervenir, il faut qu'il réceptionne le support, il nous confirme que le support est bon, et comme ça, en cas de problème, on sait à qui s'adresser, on sait que c'est le peintre. On n'a plus, du moment qu'il a réceptionné le support, on n'a plus de rapport avec le maçon. Quand il y a un problème, c'est le peintre. Lorsque les évacuations des splits sont liées directement au réseau extérieur, il est indispensable de prévoir une forme de S qui fait office de siphon. Pourquoi? Parce que quand on raccorde les splits sur le réseau extérieur, c'est des mauvaises odeurs qui montent dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on ne fait pas ce S, nous allons avoir de mauvaises odeurs dans la pièce dans laquelle le split est posé. C'est pour ça qu'on est obligé de faire cette forme. Et cette forme, ça permet d'avoir... En fait, la partie qui est concave du S, c'est une partie qui va tout le temps rester où il y aura de l'eau stagnante. Et c'est cette eau stagnante qui va empêcher la remontée des odeurs. Ça n'empêche pas l'écoulement dans l'autre sens, dans le sens normal, de haut en bas. Ça n'empêche pas l'écoulement de l'eau. Ça veut dire des splits vers l'extérieur. Mais ça empêche la remontée des odeurs du réseau extérieur vers les splits. Donc obligatoirement, quand on se branche sur le réseau extérieur, on est obligé de faire ça, de faire ce S. C'est comme le siphon en fait, c'est comme les siphons qui sont utilisés dans le receveur de douche, dans l'évier, dans le WC, dans le bidet, etc. Estimation approximative des quantités de gros œuvres des bâtiments courants d'habitation. Donc pour les bâtiments courants d'habitation, donc les habitations qui ont ces formes. Je ne parle pas des bâtiments industriels ou bien des bâtiments qui ont une conception particulière. Je parle vraiment des bâtiments qui sont standards. Le béton de la structure, c'est-à-dire ça nous permet, les formules que je suis en train de vous donner, ça nous permet d'avoir une estimation approximative, mais très très réaliste des quantités du béton, de la quantité de l'acier, de la maçonnerie et de l'enduit. Donc pour le béton, c'est la surface couverte multipliée par 0,3. La surface couverte multipliée par 0,3. Donc ça nous donne, c'est-à-dire on prend la surface couverte carrément de l'immeuble, on multiplie par 0,3, ça nous donne à peu près la quantité de béton de la structure. L'acier, on prend entre 80 à 95 kg par mètre cube de béton. Donc le résultat qu'on aurait obtenu en haut, on va le multiplier par 80 jusqu'à 95 pour obtenir le poids de l'acier. Le fil d'attache, ça surtout pour les entreprises, égal à 2% de l'acier. Ça c'est surtout pour les entreprises. Et pour la surface de la maçonnerie, on prend 1,6 jusqu'à 2 multiplié par la surface couverte. Et pour l'enduit intérieur, on prend entre 2,3 jusqu'à 3 multiplié par la surface couverte. Je vais vous montrer rapidement, j'ai fait une petite simulation sur un bâtiment.